Hello everyone. Euh, Merci beaucoup pour l'occasion de présenter ces résultats de l'analyse de marché que j'ai pu conduire avec l'équipe et avec tous les participants en analysant différents documents et en interviewant plusieurs personnes, plusieurs acteurs du marché. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les conclusions principales. Attendez, excusez-moi, je me suis trompé de présenter. J'ai deux présentations ouverte en même temps. Je vais ouvrir la bonne, ce sera mieux. Voilà. Euh, donc, comme je viens de le dire, la présentation se basait sur l'analyse d'un certain nombre de documents et de données, dont notamment les données de l'EDS, donc DHS en anglais, l'enquête qui a été menée à Madagascar pour voir les tendances de santé publique. Et on s'est intéressé un peu plus près à l'évolution du taux de prévalence contraceptive moderne. Et on a vu en analysant ces chiffres dans le temps que même si la tendance était à l'augmentation du taux de prévalence contraceptive, on voyait quand même des différences entre catégories de population. Et notamment, ce qui nous avait frappé, c'était que chez les jeunes femmes mariées urbaines, on voyait soit une chute, soit une stagnation du taux de prévalence contraceptive moderne, notamment par rapport aux jeunes femmes rurales, ce qui était assez surprenant. Et l'écart entre femmes rurales et femmes urbaines, on voit, s'amenuise dans le temps. Et donc ça, c'est une tendance à laquelle personnellement, je ne m'attendais pas en commençant à analyser ces données, mais je pense que aussi ça a été confirmé dans quelques autres pays. Donc ce serait intéressant de tirer les conclusions qui s'imposent sur ces tendances. Alors, peut-être un des facteurs qui peut expliquer en tout cas ce rattrapage entre les femmes rurales et les femmes urbaines, c'est que et surtout les femmes mariées urbaines, c'est que les femmes mariées urbaines sont celles qui tendent à utiliser le plus les services de santé. On verra plus loin dans l'analyse que les services de santé privés à Madagascar connaissent un vrai problème d'approvisionnement. Donc ça pourrait expliquer pourquoi, en fait, le taux de prévalence contraceptive, baisse dans cette population. Je ne sais pas si, j'ai entendu quelqu'un qui avait son micro, il y avait peut-être une question? Ah non, d'accord. Heu Donc, on constate encore une différence importante entre femmes mariées et non mariées pour le taux de prévalence contraceptive. On voit que, par exemple, 48 des jeunes femmes mariées urbaines utilisent une prévalence contraceptive moderne, contre 75 des jeunes femmes, non mariées du même âge. Et donc, si on conclut en termes de cibles, les jeunes femmes, mariées urbaines, âgées de 15 à 19 ans, représentent à peu près 165 000 femmes, et les jeunes femmes mariées urbaines de 20 à 24 ans représentent à peu près 132 000 femmes. Donc on est à peu près à 300 000 femmes au total, soit à peu près un tiers des besoins théoriques qu'on a estimés, donc un peu la différence entre les femmes qui utilisent la contraception et celles qui ne l'utilisent pas mais qui pourraient l'utiliser. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, ça nous aide un petit peu à comprendre, à donner un ordre de grandeur à la population qui est prioritaire dans l'intervention. Alors maintenant, je vais parcourir rapidement, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, les points principaux de l'analyse de marché. Donc ça, c'est le cadre que FHM engage à utiliser dans toutes ces analyses de marché. Donc c'est un cadre qui analyse les fonctions centrales qui sont sur l'offre et la demande, les fonctions de soutien et les fonctions réglementaires. Et donc pour chacun de ces cadres, on analyse quels sont les problèmes, quelles sont les opportunités. On analyse surtout quelles sont les difficultés. Donc là, les problèmes qu'on avait vus du côté de l'offre, c'est que donc il y a effectivement un faible potentiel de revenus pour cette catégorie de produits, donc une motivation limitée
pour les acteurs du marché pour soutenir ce produit. Et surtout, le facteur principal qui nous a tous assez surpris, c'est qu'on voit un manque important de contraceptifs dans le secteur privé. Et finalement, le marché noir devient une source d'approvisionnement pour les acteurs du secteur privé. Donc là, on a un vrai problème de gestion de chaîne d'approvisionnement dans le secteur privé auquel il faudrait remédier. Aussi, on a vu que maintenant, une autorisation de mise sur le marché, donc AMM, est exigée pour les préservatifs, ce qui les dissuade de distribuer ces produits. Aussi, on a vu que les grossistes étaient réticents à s'engager dans des marchés qui avaient été subventionnés pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont peur que le marketing social ou que les produits très subventionnés reviennent et du coup rognent leur marge ou rognent leur capacité à générer de l'argent en vendant ces produits. Donc du coup, ils restent en retrait. Et donc, on a vu aussi qu'on pouvait s'appuyer sur des nouvelles associations de type groupement GSPS, donc le groupement des prestataires privés, mais qui doivent encore faire leurs preuves avant de pouvoir constituer un socle vraiment fort. Donc, c'est important de continuer à soutenir ces groupements. En termes de demande, on voit que le taux d'utilisation du préservatif est extrêmement faible, tombé à des niveaux vraiment très bas. Ça, je crois que c'est une tendance qu'on observe aussi au-delà de Madagascar. Donc là, comme on vient de le voir, les tendances du taux de prévalence contraceptive moderne sont à la baisse chez les jeunes femmes urbaines mariées. Il y a aussi à Madagascar une culture très conservatrice en matière de sexualité qui rend un peu difficile la promotion de ces produits et des services de contraception. Et aussi, très peu d'études, moi j'ai trouvé peu d'études récentes sur les populations cibles et notamment sur les jeunes. Donc ça n'aide pas à comprendre et donc à mieux cibler les populations. En termes de paiement, de financement, donc la taille petite des mutuelles et les longs délais de remboursement constituent des obstacles pour l'implication des acteurs du secteur privé. Voilà, si on a du mal à se faire payer, on ne va pas vouloir prendre des gens qui ont des mutuelles. Et aussi, pour les prestataires du secteur privé, la difficulté de prévoir les flux de trésorerie crée une insécurité économique importante qui les empêche d'investir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment, les prestataires du secteur privé ont du mal à savoir quels vont être leurs revenus. Donc, c'est difficile pour eux à la fois de prévoir leurs revenus, mais aussi de présenter des dossiers solides auprès des banques. En termes de subventions, on voit que les subventions des produits et des services aussi du secteur privé ont disparu relativement brutalement. Et aussi, on voit que les tendances des financements sont clairement à la baisse. Donc tout ça, c'est des facteurs inquiétants et qui, du coup, qui poussent à réfléchir à des options plus soutenables financièrement, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas subventionnés du tout, parce que les subventions sont en chute libre. Ensuite, du côté des banques, on voit que les taux d'intérêt sont élevés. Il y a aussi une réticence à emprunter de l'argent de la part des prestataires. Ce n'est pas une culture qui facilite la prise de risque et l'emprunt. Et les banques ne sont pas intéressées par le secteur de la santé, car elles perçoivent des risques importants. Je crois qu'il y a une personne qui n'est pas mise sur mute. Je serais gentil de vous mettre sur mute pour qu'on puisse entendre clairement. Voilà, merci. Manque de culture financière des professionnels de la santé aussi. Voilà, donc tout ça, c'est les facteurs importants qui constituent des freins en termes de financement. Et en termes d'information, on voit qu'il y a une faible transmission des données par le secteur privé et qui empêche d'avoir un peu une vision claire de l'offre. Et en ce qui concerne la demande, je vois on voit qu'il y avait assez peu d'efficacité dans les campagnes de création de demandes et surtout peu de campagnes importantes de création de demandes depuis la fin du marketing social. En termes de compétences et de capacité des prestataires,
on voit, et notamment il y a une étude de la Banque mondiale qui analyse la qualité de service, que la qualité de service est faible et en déclin. Et peu d'opportunités de formation pour le secteur privé. Donc ça, c'est des contraintes qui vont peser sur les compétences des prestataires du secteur privé. Et en termes de management, donc de soutien des marchés, on voit que l'appui au marché de la santé a surtout bénéficié au secteur public et au secteur communautaire, et que le secteur privé à but lucratif se sent un peu exclu et incompris. Ça, c'est clair quand on parle avec les gens qui représentent ce secteur de la santé. Si au niveau des règles, de nombreuses incohérences réglementaires pénalisent le secteur privé, créent une insécurité juridique qui ne les incite pas à investir et à prendre des risques. Aussi, on voit que, et donc cette incohérence réglementaire, elle se manifeste notamment par le fait que les professionnels de la santé du public sont autorisés à exercer en privé, mais qu'ils n'ont pas du tout besoin de suivre les mêmes règles contraignantes que les professionnels de santé du privé qui n'exercent que dans le privé. Donc là, voilà, c'est un peu 2 poids, 2 mesures, voilà, qui créent à la fois une injustice et une insécurité. En ce qui concerne impôts et taxes, on sait que récemment, il y a une exonération fiscale des contraceptifs qui a été provisionnée, mais on ne sait pas, qui a été votée, mais on ne sait pas si, on n'a pas réussi à obtenir de réponse claire pour savoir si cette exonération fiscale a vraiment été utilisée ou où est-ce que cette ligne budgétaire est provisionnée et surtout comment elle a été utilisée, parce que normalement, elle doit être utilisée pour acheter d'autres contraceptifs. Et pour l'instant, on ne sait pas. Et on voit que l'exonération fiscale des contraceptifs, quand on parle aux grossistes, ce n'est pas un facteur qui les a incités, en tout cas, à importer plus ou à jouer un plus grand rôle. Voilà. En ce qui concerne l'offre, je vais passer directement aux normes, offre. Voilà, il y a un problème de normes qui sont imposées à tous les prestataires, notamment les prestataires du secteur privé, des normes assez contraignantes, qui ont du mal à suivre parce qu'elles sont trop contraignantes par rapport à leur capacité, par rapport à leur formation, et par conséquent, c'est difficile pour eux, ils sont un peu réticents à accepter la supervision parce qu'ils vont être évalués sur des critères qu'ils ne maîtrisent pas ou pour lesquels ils n'ont pas assez de compétences. Et voilà. Donc, si on essaie de récapituler toutes ces conclusions, et Farhan, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Do I still have some time or is my time up? Olivia, your time is up. I think, Okay. we can just allow, because you did a very in-depth presentation, I think we can just leave these on for a bit as I call the next speaker. Thank you Okay. so much. Yes, Sure. and then we can continue in the discussion. Thank you. Okay. Thank you. Okay, thank you so much for that, Olivier. And I think, for me, one of the things that I definitely noted was this aspect of urban versus rural. I think we've seen it in Tanzania as well, and I think it's quite interesting and maybe something that we have to, discuss further in our discussion. So thank you for starting us off with that, Olivier. I would now like to invite Dr. Voloniana to do the presentation, please. Welcome. Oui, bon, mesdames et messieurs, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, on yes, entend bien. We can hear you. Good morning. Oui, j'ai le... Merci. Donc maintenant, je vais vous présenter la politique et la stratégie de Madagascar pour la contribution du secteur privé dans l'engagement FP 2030. Premièrement, les objectifs de Madagascar sont d'augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne pour les femmes en union ou femmes mariées à 60%,
de réduire le taux de besoins non satisfaits à 60% et d'atteindre l'indice synthétique de fécondité à 3. C'est ça les objectifs FP 2030 de Madagascar. Pour atteindre ces objectifs, il y a 9 engagements que le pays a signés lors de la célébration de la Journée mondiale de la contraception en septembre 2021. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, le premier engagement, c'est d'allouer 5% du budget total annuel d'achat des produits contraceptifs, renforcer le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour l'augmentation à hauteur de 10% de leur contribution habituelle par an au programme de la planification familiale. Le troisième engagement, c'est de rechercher le financement des gaps pour le programme de planification familiale en collaboration avec les partenaires techniques et financiers avec au moins 5% du financement par le secteur privé. Le quatrième engagement, c'est d'assurer la disponibilité des produits contraceptifs sur tous les territoires malgaches avec un taux de rupture moyen au point de prestation des services de moins de 10% par méthode. Le cinquième, c'est d'assurer l'application du concept à ne laisser personne de côté, c'est-à-dire accès de toutes et de tous aux services de planification familiale de qualité, comprenant les personnes vulnérables, notamment les adolescents et jeunes, les personnes handicapées, les personnes démunies, les détenus et les personnes en situation d'urgence humanitaire. Prochaine slide, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prochaine slide. S'il vous plaît. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, le sixième engagement consiste à accroître le nombre de structures offrant les informations et ou des services de planification familiale adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes de 400 à 850. Le septième, c'est d'assurer le respect des normes de qualité à l'accès aux services de planification familiale, l'application de tous les documents législatifs, politiques, stratégiques et les plans de mise en œuvre relatifs à l'APF par la diffusion de l'ensemble des textes dans toutes les régions, tous les districts et toutes les communes, et aussi d'assurer le suivi annuel de la mise en œuvre de ces documents législatifs, politiques et stratégiques. Le dernier engagement, c'est de mettre en œuvre au moins 75% des interventions du pilier santé définies dans la feuille de route du dividende démographique. Slide, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, où en sommes-nous maintenant en termes de taux de prévalence contraceptive moderne? Donc, la dernière enquête, c'était l'EDS, c'était en 2021 où on était à 43%. Et d'après l'estimation de l'outil de TRAC-20 pour cette année 2023, on est estimé que le taux de prévalence contraceptive moderne pour cette année 2023 est de 46%. Voilà l'écart parce qu'on a fixé d'atteindre le 60% en 2030, mais si on reste sur la trajectoire actuelle, donc on serait à 53% en 2030, on ne va pas atteindre le 60% s'il n'y aura pas d'efforts supplémentaires par rapport à notre tendance actuelle. Prochaine slide, s'il vous plaît. Prochaine slide, s'il vous plaît. Prochaine slide, voilà. Entre autres, lors de la signature de l'engagement IFP 2030, le président de la République de Madagascar a exhorté d'accélérer l'atteinte d'objectifs de 60% en 2030, de l'atteindre en 2023, c'est-à-dire dans 2 ans après la signature. Donc, pour cela, on a déterminé à atteindre 1 700 000 nouveaux utilisateurs pour l'année 2022 et 2023
pour qu'on puisse atteindre les 60% exhortés par le président de la République de Madagascar. Et on fait le suivi régulier de l'évolution de ce recrutement de nouveaux utilisateurs dans notre système d'information des HIS2. Et lors de la fin de l'année 2022, le système d'information a donné comme chiffre de nombre d'utilisateurs, nouveaux utilisateurs, à 1 359 259. Donc, on a conclu qu'on était à 80% des cibles à la fin de l'année 2022. Prochain slide, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Prochain slide, s'il vous plaît. Next slide, s'il vous plaît. Donc, Madagascar dispose de plans stratégiques intégrés en planification familiale et en sécurisation des produits de santé de la reproduction, couvrant la période du 2021 à 2025. Et on dispose aussi un plan d'action national budgétisé en planification familiale relatif à ce plan stratégique. 6 axes stratégiques est tracé dans ces deux documents. Le premier, c'est de mener l'option favorable à l'APF basée sur des droits en matière de sexualité et de reproduction. Le deuxième axe stratégique, c'est la génération de la demande en fonction des intentions des individus en matière de santé de la reproduction. Puis, renforcement des offres de services de la SRPF basées sur les droits humains de bonne qualité, intégrés et inclusifs. Et le quatrième axe, c'est l'approvisionnement en produits de santé de la reproduction de qualité, maîtrisé et sécurisé avec une gestion logistique performante des intrants. Puis, marché et financement des produits SRPF coordonnés et maximisés pour un marché total et une pérennisation de la sécurisation des produits SR et des activités en planification familiale. Le sixième axe, qui est caché en bas, c'est concerne le suivi, la supervision et la coordination. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Enfin, les contributions effectives du secteur privé se font sur l'intégration dans le groupe technique de travail en planification familiale, ici au niveau national. Se font aussi sur les activités de plaidoyer pour la mobilisation des ressources dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation, de l'offre de services et de suivi et évaluation en planification familiale, dans le financement comblant le gap en produits contraceptifs, dans la mise en œuvre de l'approche du marché total en produits contraceptifs et avec la mise en œuvre de conventions de partenariat entre le ministère de la Santé publique et les fédérations des mutuelles de santé. Prochain slide, s'il vous plaît. Ainsi s'achève ma présentation. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vois qu'il y a une question dans le chat là. Je ne sais pas si je vais répondre déjà ou on attend à la fin des différentes présentations que je fais à la question. Merci. Yes, thank you. Thank you so much, Doctor. I think we'll answer that question towards the end when we go into the discussion. Thank you so much for that presentation. Always great to see the country priorities in terms of FP 2030 and how the private sector is playing a role in that. So thank you so much. We'll move on to the next presentation by Oliver. Oliver, are you online?
Okay, it seems Est-ce que maybe. vous m'entendez? Yes, now we can hear you. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de me présenter d'abord. Mon nom c'est Olive. Je suis sage-femme et représentante de la SCAP Madagascar. La SCAP, c'est l'association des cabinets d'accouchement privés à Madagascar. Notre thème, c'est la prestation de services de planning familial offerte par les cabinets d'accouchement privés. Les cabinets d'accouchement privés, c'est un établissement de premier échelon. Premier slide, s'il vous plaît. Slide suivant, s'il vous plaît. Le cabinet d'accouchement, c'est un établissement de premier échelon de structure sanitaire. Elle est tenue par une ou deux sages-femmes ou des nombreuses sages-femmes. Et notre mission, c'est d'assurer la prise en charge des santé familiale. Prochaine slide, s'il vous plaît. Notre activité, autant que sage-femme privée, n'est pas seulement de mettre des bébés au monde, mais nous pratiquons des consultations pré- et postnatales. Les sages-femmes aussi dépistent les infections sexuellement transmissibles et les traitent. Elles proposent aussi des services de santé maternelle et reproductive, surtout aux jeunes. Elle donne aussi des conseils en matière de planification familiale. Prochaine slide, s'il vous plaît. La planification familiale est une belle opportunité, surtout pour réduire le taux de mortalité maternelle, espacer les naissances et éviter les grossesses non désirées. Les planifications familiales offertes par les cabinets d'accouchement privés, ce sont les méthodes courte durée, par exemple les préservatifs, contraceptifs oraux, contraceptifs injectables. Les méthodes à longue durée, comme les implants et les DIU. Prochaine slide, s'il vous plaît. Slide suivant, s'il vous plaît. Mais la préférence des clients, ce sont les contraceptifs injectables et les contraceptifs oraux. Nous avons rencontré quelques problèmes pour la population. L'accès aux services de santé sont très limités, surtout pour les femmes en milieu rural. L'insuffisance d'informations, de communication et d'éducation sur la santé aussi. Et pour nous, les prestataires, les problèmes majeurs, c'est l'approvisionnement des produits et aussi les qualités de service. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et nous avons des suggestions, comme suggestion, la mobilisation des secteurs privés, surtout les sages-femmes qui travaillent dans les cabinets d'accouchement, l'amélioration à l'accès de services offerts, l'amélioration aux sources d'approvisionnement des produits et surtout formation des sages-femmes privées. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Thank you so much, Olive, for that very, brief but very informative presentation, and always good to see the role that, professional associations and groups of professionals are playing as a conduit of the private sector. So thank you for that. For the next presentation, I would like to call the Mary Stopes team to present, please. I believe it's Riza Laina.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs et merci de m'avoir donné la parole. Je suis Rizal-Alena Rachlouf-Nirina, donc le directeur de programme adjoint de Maristops Madagascar. C'est un honneur pour nous d'avoir l'opportunité de présenter nos interventions en faveur des jeunes à Madagascar. Premier slide, please. Revenons rapidement au contexte. Madagascar a une population jeune et rurale. L'âge médian est de 18 ans. On sait que 80% de la population vit en milieu rural. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais en ce qui concerne la santé reproductive des jeunes, malgré un énorme progrès ces dernières décennies, la situation reste toujours alarmante, avec des besoins de planification familiale sans cesse grandissants dus à la croissance démographique combinée à une sexualité précoce, des taux de fécondité adolescente toujours élevés, favorisés par une éducation insuffisante, un accès limité aux infrastructures et services de santé de base, ainsi que des normes sociales natalistes et patriarcales encore dominantes dans de nombreuses régions. Il est donc crucial que nous, en tant qu'acteurs du secteur de la santé, puissions appuyer le secteur public pour combler ces besoins. Slide suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Maristops fait donc par rapport à tout ça? Juste un petit rappel que Maristops Madagascar est une ONG dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, mobilisant plus de 400 prestataires PF et c'est santé maternelle depuis 1992. 4 millions de femmes et d'hommes ont été servis dans les 23 régions de Madagascar par Maristops Madagascar. Quelle est donc notre approche? Nous menons des interventions intégrées et holistiques dans la génération de demandes, l'offre de services et le plaidoyer pour la mise en place d'un environnement favorable à l'accès de toutes et de tous, notamment des jeunes, aux informations et services de la santé et de la reproduction. Premièrement, en matière d'offre de services, nous utilisons de multiples canaux pour maximiser notre portée. Nous avons des cliniques fixes, des équipes mobiles, des franchises sociales publiques. Nous collaborons avec les prestataires de santé privés et nous disposons aussi d'un canal de marketing social. Tous nos prestataires ont été formés et mettent en œuvre l'approche jeune. Nous offrons des prix spéciaux, des subventions ou des services gratuits pour les jeunes. Ensuite, nous intervenons aussi dans la création d'une demande fondée sur des données probantes. Nous travaillons avec des agents, des agents communautaires, des agents d'orientation divers, allant du centre d'appel numéro vert 411 jusqu'au père éducateur. Nous fournissons des conseils centrés sur le client pour un choix complet en matière de contraception, et aussi des messages et outils adaptés aux adolescents. Pour cela, nous collaborons efficacement et étroitement avec les systèmes éducatifs et les organisations de jeunesse existantes. Enfin, en termes de plaidoyer, nous contribuons à la suppression des obstacles à l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive, et ce à deux niveaux. D'abord, la levée des obstacles politiques à travers la dissémination de la loi SRPF de 2017 et la collaboration avec la société civile. Ensuite, la levée des obstacles au niveau communautaire à travers l'utilisation de messages et interventions appropriées pour amener les autorités locales, les parents et les partenaires à accepter l'utilisation des contraceptifs par les adolescents. Donc voilà brièvement ce que nous faisons. Prochain slide, s'il vous plaît. En termes de partenariat, dans tous les trois volets que je viens d'expliquer, la génération de demandes, l'offre de services et le plaidoyer, nous travaillons étroitement avec différents partenaires, que ce soit privés ou publics, ainsi que des partenaires financiers. Ces partenariats et collaborations sont essentiels pour maximiser l'impact de nos interventions et atteindre de plus en plus de jeunes à Madagascar. Prochain slide, s'il vous plaît. Quels sont donc nos impacts? Bon, résultats et impacts.
Comme impact, la proportion d'adolescents parmi nos bénéficiaires a augmenté de 14% en 2013 à 21% en 2022, représentant 147 000 jeunes filles en 2022, donc soit environ 440 jeunes filles par jour, servies par jour. Nous continuons à peu près au même rythme cette année 2023 avec les financements disponibles. Ces impacts sont encore très loin des besoins existants et nécessitent des investissements additionnels, notamment pour déclencher le dividende démographique. Voilà pour ce slide. Prochain slide, s'il vous plaît. Le slide suivant partage juste l'histoire de Valérie, une jeune fille courageuse de Madagascar, qui a seulement 15 ans a dû abandonner l'école à cause d'une grossesse non planifiée. Après, elle a choisi d'utiliser un implant contraceptif pour reprendre le contrôle de sa vie et de son avenir. Parmi les centaines de milliers de jeunes filles à Madagascar traversant des expériences similaires, Valérie peut s'estimer heureuse d'avoir pu obtenir un implant contraceptif. Et nous aimerions étendre ce bénéfice à toutes les jeunes filles à Madagascar. Prochain slide, s'il vous plaît. Quels sont les défis affrontés par les jeunes à Madagascar? Les jeunes à Madagascar font face à de nombreux défis pour accéder aux services de santé reproductive et dont la planification familiale. Il y a d'abord les barrières légales et politiques, comme les restrictions sur la fourniture de services aux mineurs sans le consentement des parents. Ces restrictions ont été partiellement levées par la loi PF de 2017, mais pas suffisamment, comme la loi n'est pas suffisamment connue ni disséminée, donc elles ne sont levées que partiellement. Ensuite, l'accès aux services est limité aussi en raison des barrières géographiques et financières, évidemment, car nous avons vu que l'essentiel de nos cibles se trouve en milieu rural. Enfin, l'insuffisance des ressources, notamment le financement, le personnel de santé qualifié et les équipements limitent la capacité à fournir des services de qualité. Un renforcement du partenariat public-privé dans ce domaine s'avère urgent et indispensable. Le dernier slide, please. Donc, dans ce dernier slide, je présente nos perspectives pour le futur. Dernier slide, please. Nos perspectives pour le futur seront de renforcer nos collaborations avec les prestataires de santé privés pour pouvoir servir plus d'adolescentes et de jeunes. Nous appelons ce plan le cadre stratégique d'engagement du secteur privé qui sera axé à la fois sur le développement des assurances santé privées, le renforcement de... Avant-dernier slide, s'il vous plaît. Je ne vois pas le slide. Avant ce slide, si vous pouvez revenir un peu. Oui, j'ai dit que le cadre stratégique d'engagement du secteur privé est axé à la fois sur le développement des assurances santé privées, le renforcement des capacités des prestataires privés, notamment donc en approche jeune, et l'appui dans la gestion de l'approvisionnement et des stocks. Nous faisons ainsi appel à tous nos partenaires actuels et potentiels pour travailler ensemble afin de donner un avenir meilleur aux adolescents et jeunes malagasy. Sur ce, mesdames et messieurs, je termine ma présentation et je vous remercie de votre attention. Je vous rends la parole. Merci. No worries. Yes. Thank you so much for that presentation. And again, the focus on youth is also something that we have seen come up quite a bit in all of our healthy markets, community of practice presentation. So definitely an interest area. Moving on, I would like to call the PSI team to do their presentation. I'm not sure if it is Lori or Rebecca who is doing the presentation. Thanks. I think it's actually Francia. Francia, vas-y. S'il vous plaît, je crois que c'est au tour de Daniel d'abord et après ce sera moi. Merci beaucoup.
Ah, OK. Francia, je pense que ça, c'est votre présentation, parce qu'on a, par contre, on a deux. Ah, OK, Un autre. Je pense je que vais c'est le vous faire. d'abord. Merci. D'accord, merci beaucoup. OK, donc ce sera la présentation sur la clinique mobile Impact, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Francia, le gestionnaire de programme qui met en œuvre le projet clinique mobile Impact financé par USAID. Comme plan de présentation, je vais vous présenter ce qui constitue l'équipe clinique mobile Impact. Ensuite, je vais enchaîner avec les activités sous le financement de USAID Impact et quelques mots sur les intrants de santé utilisés par la clinique mobile. Slide suivante. OK. Tout d'abord, par le financement de USAID, la clinique mobile Impact contribue largement dans l'atteinte ou l'augmentation du taux de prévalence contraceptive moderne. Et pour ce faire, donc, nous assurons la stratégie avancée au niveau de 11 régions appuyées par USAID, à savoir la région Diana, la région Sava, Buen, Sofia, Mel, Fitfinan, Atimwandjefn, Minabe, Désolé, ce sont des régions de Madagascar. Cette équipe est constituée de 20 prestataires de santé et 20 agents de création de la demande et de promotion de services. Et la complémentarité des intervenants assure les indicateurs. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, mais là, je vais couper mon micro. Je Merci. vous attends bien. D'accord, merci beaucoup. J'ai dit tout à l'heure que la complémentarité de ces deux équipes au niveau de terrain assure les indicateurs clés et les projections du projet clinique mobile. La stratégie est définie par l'équipe centrale selon la vision du bailleur, la vision et les orientations du ministère de la Santé publique. Et le lead sur les régions sont assurés par des superviseurs médicaux qui sont au nombre de 10. Slide suivante, s'il vous plaît. Concernant donc le programme de planification familiale et de santé de la reproduction, nous assurons les indicateurs sur les implants. Nous faisons l'insertion d'un plan et les groupes cibles, ce sont les femmes en âge de procréer et les jeunes. Et la période de mise en œuvre s'étale de juillet 2023 jusqu'en septembre 2024 au niveau des 11 régions. Nous assurons aussi les insertions de DU au cuivre et le DU hormonal. Les cibles sont les femmes en âge de procréer et les jeunes. La période s'étale de juillet 2023 jusqu'en septembre 2024. Nous assurons également les injections sur les mêmes groupes cibles, c'est-à-dire les femmes en âge de procréer et les jeunes, pour la même période de mise en œuvre. Et en même temps, quand nous prenons les femmes dont les objectifs de visite concernent la planification familiale, nous profitons de ce moment pour diagnostiquer et traiter les infections sexuellement transmissibles. Slide suivante, s'il vous plaît. Mais à part cela, la clinique mobile assure également la prestation intégrée. C'est pour cela que nous assurons d'autres indicateurs pour les autres programmes de santé, c'est-à-dire la vaccination sur le programme élargi, la récupération des perdus de vue
pour les enfants non vaccinés totalement, la recherche des enfants qui ne sont jamais vaccinés et bien sûr la vaccination au COVID. Tout ça, c'est pour faire la complémentarité des prestations de services dans les zones très, très enclavées atteintes par l'équipe de la clinique mobile. Suivante, s'il vous plaît. Oui, en même temps, dans cet objectif d'intégration de services, nous assurons également la santé maternelle et infantile en faisant la consultation prénatale durant la même période et la sensibilisation des femmes à terminer les 4 CPN au moins et surtout le renforcement de capacité des CSB de rattachement qui assurent la continuité de soins, que ce soit sur les plannings familiales, que ce soit pour la santé maternelle ou pour la santé des enfants moins de 5 ans. Et en même temps aussi, nous venons d'introduire à partir de ce mois de juillet le traitement des formes simples pour le cas de paludisme diagnostiqué par l'équipe de la clinique mobile et les cibles sont les femmes enceintes et les enfants moins de 5 ans. Et en même temps, nous assurons la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour ces cibles-là. Suivante, s'il vous plaît. Slide suivante. Oui, la clinique mobile Impact est réputée pour les qualités de soins que nous offrons pour les cibles citées tout à l'heure, c'est-à-dire que nous assurons la politique de choix éclairée concernant la planification familiale, nous assurons par nos procédures les normes et les protocoles cliniques qui sont dirigés par le ministère de la Santé et bien sûr, nous faisons toujours une évaluation de la qualité de soins que ce soit sur les méthodes de planification familiale offertes par l'équipe de la clinique mobile. Nous renforçons également le système de santé, que ce soit au niveau du secteur public, que ce soit au niveau du secteur privé, et nous gérons tous les cas de complications qui pourraient se produire au cours des prestations de services. Nous assurons également les collaborations transversales avec plusieurs entités, le secteur de la distribution, la communication. Concernant la communication proprement dite, l'équipe clinique mobile font le tam-tam pour sensibiliser la communauté, mais ce tam-tam est toujours suivi des visites à domicile pour sensibiliser les foyers à venir s'offrir les offres de prestations de la clinique mobile. Nous faisons également les communications interpersonnelles. Et concernant l'assurance des données de qualité, nous avons une équipe de suivi et évaluation très, très solide qui assure la remontée et la qualité de données au niveau de RMA des CSP de rattachement. Bien sûr, nous faisons partie des partenaires et nous collaborons toujours avec le ministère de la Santé publique et aussi les partenaires bilatéraux en participant à l'FP 2030, participant à la formation et la supervision conjointe avec le ministère de la Santé, surtout au DSFA. Nous faisons partie également de la comité PF, les groupes techniques de travail et les diverses directions de la ministère de la Santé, aussi bien au niveau central que régional. Je crois que c'est la fin de la présentation. Je remercie l'audience. Merci beaucoup. Okay, thank you so much, Francia, for that presentation on some great work that you are doing. Keeping up with time, moving on to the next presentation by Dr. Ivan. Bonjour tout le monde, je suis donc le docteur Yvan Renefsan, qui est le directeur de l'ITEM. C'est un institut de formation en matière de prestation de services, surtout de santé.
Donc, le titre de ma présentation, c'est surtout de parler des défis de formation pour le secteur privé. Là, je précise déjà que je vais parler beaucoup plus du secteur privé lucratif que du secteur privé non lucratif, parce que le secteur privé non lucratif, ce sont les ONG, ce sont les associations qui venaient déjà de présenter leurs activités comme PSI, comme Maristops et d'autres organisations en but non lucratif. Donc, d'abord, avant de parler vraiment à propos de la formation, j'aimerais quand même partager les craintes, les soucis du secteur privé à but lucratif dans la démarche de planification familiale en général, parce que la tendance actuellement de la planification familiale est la démédicalisation. Donc, comme vous le savez maintenant, on parle des MPA sous-cutanés, on parle des éléments, en fin de compte, qui devraient aller beaucoup plus vers la population. La deuxième chose, c'est que la plupart des secteurs du secteur privé qui reçoivent des malades, évidemment, vont recevoir des gens qui ont des problèmes de prise en charge en matière d'effets secondaires de la planification. Donc, il y a des questions qui se posent au niveau du secteur privé. Quelle est la part de marché du secteur privé? Qu'est-ce que le secteur privé à but lucratif peut faire pour contribuer au développement de la planification familiale, notamment au Madagascar? Donc, ma présentation se fait en 4 petites étapes: les besoins, le curriculum, la conduite et puis l'évaluation de la formation. Parce qu'on parle de la formation, clic suivant s'il vous plaît, je vais parler d'abord du besoin. Dans le besoin, je voudrais parler de la qualité. Et dans la qualité, il y a 2 éléments de la qualité qui est très important. Il y a la qualité dans le sens thème, quels sont les vraiment besoins des privés en matière de thème de formation, en matière d'éléments où on devrait mettre dans la formation. Donc, le secteur privé voudrait vraiment parler et recevoir vraiment des thèmes beaucoup plus normatifs, donc des choses, des éléments, et des contenus qui sont beaucoup plus médicaux, qui pourraient vraiment les aider à aider les patientes, les clientes, surtout donc, évidemment, parce qu'on parle de PF, au choix donc éclairé. Deuxième élément dans ce besoin, c'est le besoin de quantité. Vers les années 2000, 2003, jusqu'à, je crois que c'était vers les années 2009 à peu près, c'était la seule formation en planification familiale pour la totalité du secteur privé à Madagascar, encore une fois, lucratif. C'était en collaboration avec PSI dans le temps, et il y avait une formation qui était faite dans tout Madagascar, et il y avait, le résultat, c'est que il y avait une nette progression de la prévalence contraceptive au niveau national, car il y avait une grande synergie entre le ministère de la Santé et le secteur privé de la santé à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on propose de faire des formations pour le secteur privé là maintenant, le secteur privé devrait obtenir donc la totalité, si on peut le dire, les formations en matière de planification familiale, parce qu'il y a une notion de quantité là-dedans. C'est un peu dommage quand j'ai vu le plan d'action nationale budgétisé en planification familiale de Madagascar 2021-2025. Il y a une spécification du secteur privé, mais surtout ce sont les secteurs privés à but non lucratif qui a été spécifié, mais pas tellement le secteur privé à but non lucratif qui pèse vraiment beaucoup en matière de prestation de services actuellement, parce qu'il y a à peu près 2500 prestataires qui sont prêts à réaliser donc des activités en matière de planification familiale. Pour les conditions en matière de besoins, quand on parle de formation, évidemment, les conditions devraient être les mêmes que les conditions de formation devraient être les mêmes que les conditions auxquelles ils vont vraiment parler ou être devant les clients.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça venait d'être dit tout à l'heure qu'il y a un grand problème de disponibilité de produits contraceptifs actuellement à Madagascar. Il y a des ruptures de stock, il y a des problèmes de distribution et tout ça. Et ce qui fait que le secteur privé se demande dans la formation, quelle méthode contraceptive peut être enseignée dans les formations pour que la formation soit vraiment adéquate par rapport à la réalité du terrain. Donc, cela veut dire qu'il faut faire un effort très, très louable, si je peux dire, donc en matière de intrant, gestion de l'intrant pour le secteur privé qui a un autre circuit. Mais dommage que le marketing social a été arrêté parce que c'est au cours de cette stratégie d'utilisation de marketing social que le secteur privé a pu vraiment faire leur prescription en matière de produits contraceptifs. Pour le curriculum de formation, la planification familiale intégrée actuellement au niveau du ministère de la Santé, le PFI, dure à peu près 6 jours. Il y a une récente étude qui a été faite par le GSC à Madagascar qui voudrait proposer une formation de 4 jours, mais juste pour les DMPA injectables, les DMPA subcutanés, le SIU, le système intra-utérin, et puis l'implant non-NXT pour 4 jours. En fin de compte, la durée de formation de 4 jours ne convient pas tellement au secteur privé. Pourquoi? Parce que il y a vraiment une absence donc au niveau de leur centre et c'est vraiment une grande manque à gagner. Dans le temps, nous avons fait un grand plaidoyer auprès du ministère de la Santé pour obtenir donc la validation d'un curriculum de 2 jours, une journée donc pour la théorie et une journée pour la pratique évidemment. C'est ça qu'on a fait pour les 2 jours. Donc, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Pour les thèmes, c'est surtout donc les thèmes en matière de physiopathologie ou physiologie de l'utilisation des produits contraceptifs, donc des physiologies hormonales. C'était voulu parce que si les médecins ou les prestataires de santé maîtrisent ça, ils peuvent facilement maîtriser les autres produits sans vraiment entrer dans les détails de la connaissance de leurs produits. Ça, c'est très important. L'autre chose, c'est surtout la prise en charge des effets secondaires, parce que le secteur privé est surtout une référence très importante pour les clients en matière d'effets secondaires. Et c'est pour cela qu'on a mis là-dedans, donc dans le curriculum, donc c'est cet élément de prise en charge des effets secondaires. Donc, pour la méthode de formation, on a suivi la méthode utilisée par le ministère de la Santé et même maintenant, on peut encore le suivre avec la méthode approche pour maîtriser. Il y a un élément théorique là-dedans et puis un autre élément pratique qui se fait dans. Mais dans la troisième partie, dans la conduite, vous allez voir que il y a encore un problème dans la pratique parce qu'il y a des manques de matériel comme les mannequins. On ne peut pas faire des stages dans les lieux privés, étant donné aussi que le secteur privé se trouve à des distances très, très disparates aussi. Donc, le mieux, c'est de le faire dans la salle de formation, mais ça manque encore de dispositifs de laboratoire, comme dans le secteur public, par exemple, et de stages. La conduite de formation pour le bureau régional de formation, actuellement, on n'est pas encore sûr dans ce sens, mais avant, c'est toujours des prestataires privés qui conduisent des formations pour le secteur privé. Là, maintenant, est en train, le projet FHM Engage est en train de faire vraiment des efforts vraiment de dialogue et de partenariat avec le secteur public, le secteur privé, dans le sens de la conduite même des formations pour le secteur privé. Et je pense qu'on aura des résultats positifs dans ce sens. La dernière chose qu'on devrait parler pour la formation du secteur privé, c'est en matière de suivi formatif et de supervision. Et c'est notre paire de manches parce qu'à la fin de la formation... Dr. Ivan, I think in the interest of time, I'm so sorry, we might have to cut it off at this point. I think, we are trying to see how we can facilitate some of these discussions further, but in the interest of time, right now, we'll have to move on to the next presentation. Thank you and sincere apologies.
OK, merci. Okay, can we move on quickly to Dr. Vero? And Dr. Vero, if you can please try to do your presentation. Oui. Bonjour à tous. Je suis Dr. Vero Oliviera Ndjemalal, présidente de la Fédération nationale des mutuelles de santé, Miaramiai, Madagascar. Par rapport à notre thématique, l'accès aux services du planning familial à travers les mutuelles de santé. Slide suivant, s'il vous plaît. Oui, par rapport au plan de la présentation, c'est le contexte, les mutuelles et la fédération, situation, mutuelle et PF, et engagement de la fédération en matière de PF. Slide suivant, s'il vous plaît. Par rapport au contexte, comme le Dr. Floul vient de nous avoir donné le taux de prévalence contraceptive moderne en 2023, là, et nous, on a mis 43% en 2021, et en 2023, donc, comme on a déjà entendu tout à l'heure, c'est 46%. Le taux de besoin non satisfait, c'était à 15% en 2021. La Fédération nationale des mutuelles de santé, Miaramia, s'aligne sur la politique générale de l'État comme la santé comme droit inaliénable pour chaque citoyen, et cela entraîne un accès de tous à des soins de qualité, y compris la planification familiale. En plus de ça, la Fédération aussi a une convention de partenariat avec le ministère de la Santé publique concernant à la planification familiale, et l'objectif, il y a des engagements entre les deux parties sur l'amélioration et pour l'atteinte des objectifs que nous avons qu'on a mis en place depuis. Slide suivant, s'il vous plaît. C'est quoi la mutuelle de santé? Juste un aperçu global de la mutuelle de santé et la fédération. Donc, une mutuelle de santé est donc une association à but non lucratif dont la base de fonctionnement est la solidarité entre tous les adhérents. Et cette solidarité est manifestée par le paiement de la cotisation, et à partir de cette cotisation, on mène une action de prévoyance, entraide et de solidarité en santé. La Fédération Miaramia, c'est une organisation fêtière qui rassemble 9 mutuelles de santé actives en ce moment au niveau de 22 régions de Madagascar. C'est une association à but non lucratif aussi et mise en place en 2019. On voit que c'est encore un enfant si on va comparer avec un être humain. Prochain slide, s'il vous plaît. L'objectif des mutuelles de santé, c'est de faciliter l'accès aux soins de qualité abordables pour toute la population, y compris la planification familiale. Le fonctionnement est donc basé sur le paiement de la cotisation, et en contrepartie de ces cotisations, qu'on va donner les services offerts. Et ces services offerts sont collaborés avec les prestataires de soins. Par rapport aux prises en charge, les types de services offerts des mutuelles, on peut dire que les mutuelles donnent des packages complets en matière de prise en charge en santé, parce qu'on a fait la consultation, les soins primaires, la planification familiale, l'hospitalisation, et en plus de ça, il y a les activités sur les services sociaux. Tenant compte, les cibles des mutuelles sont dans les secteurs informels. Donc, il y a l'accompagnement social, l'orientation en cas de besoin, les visites à domicile pour faire les suivis en santé,
la santé préventive et aussi l'évacuation sanitaire locale. Et cette évacuation concerne seulement au niveau local de la commune vers le district par exemple. Slide suivante. Donc, les mutuelles est en partenariat et il y a une collaboration avec 935 centres de santé publics et privés conventionnés parce que ça fait partie des règles des mutuelles de santé, la collaboration avec des centres de santé. Et là, parmi ça, c'est 50%, on peut dire que c'est 50% centres de santé publics et 50% aussi centres de santé privés. À cause de cette répartition dépend des zones d'intervention des mutuelles, parce que les mutuelles interviennent dans les zones urbaines et aussi dans les zones rurales. Avec ça, il y a une collaboration avec les institutions de microfinance et les associations, les communes, les ONG et toute la population. Le mode de prise en charge, c'est système tiers payant ou par remboursement. Slide suivant. Thank you so much, Dr. Vero. I'll have to, in the interest of time, I'm so sorry, but I'll have to stop you so that we can have the last presentation that we are going to have for today. And then, as mentioned in the chat, we'll definitely try to see how we can do justice to some of these amazing presentations post today. So thank you so much. Okay, can we move on to the UNFPA team, please, for the final presentation? Ok, merci beaucoup de l'opportunité de partager avec vous l'appui de UNFPA. Mon collègue Fali, qui est en ligne, là, va faire la présentation. Fali? Merci. Si on peut libérer l'écran, voilà, si on peut libérer l'écran pour qu'on puisse projeter. Fali? Oui, merci. Juste le temps de partager. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Bonjour à tout le monde. C'est Ouais. Fal Razanalson. Je suis le spécialiste SRPF de UNFP Madagascar. Donc, je vais essayer de vous résumer rapidement l'appui que apporte UNFPA au planning familial dans le pays. Donc, les orientations stratégiques pour UNFPA sont résumées dans le tableau ici, sur lequel nous n'aurons pas le temps de nous attarder, juste citer le plaidoyer, le dialogue politique et le support, la gestion des connaissances, le développement des capacités, la fourniture des services et la coordination partenariat sud-sud et coopération tripartite. Passons sur les détails. L'appui technique pour la période 2022-2023 sont donc cités ici dans ce slide avec le renforcement de la chaîne d'approvisionnement surtout, auquel nous avons consacré beaucoup de ressources, le soutien aux facteurs favorisant la disponibilité des méthodes et des choix. On m'entend? Si? Ça ne bouge pas? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Ça se passe bien ou? Well, the slides are not moving even on my side, Fali. Si je laisse comme ça, peut-être ça va. Si je reste comme ça, est-ce que ça marche? Maybe try to unshare and then reshare. Si je laisse comme ça, est-ce que ça marche? Yeah, I think in the interest of time, we can go on, and then if you are able to share the slides, we can circulate them to everyone else
Oui, mais bon, pour aller plus vite, donc, je vais... Est-ce que ça, vous voyez bien mon écran là maintenant? C'est apparu yeah, là. we can see them now. Yes, Wow. maybe just leave it Okay. like this. Don't put it on slideshow mode. Okay. I think that might help. D'accord. Donc, les stratégies, on vient de voir. L'appui technique 2022-2023, je disais, donc, on a consacré beaucoup de ressources au renforcement de la chaîne d'approvisionnement, la disponibilité des méthodes et des choix, à la contribution à la mobilisation de financement durable de la SRPF. Vous avez sûrement dû entendre parler de Country Compact et de Matching Fund pour UNFPA ici. Les seed funds pour relier la disponibilité et l'accès par les femmes et les filles des régions les plus enclavées. Et s'il y a sûrement une innovation pour UNFPA, c'est le projet de distribution d'approvisionnement des centres de santé avec des drones. Ça se passe dans le Grand Sud. La formation des agents de santé aussi, on a consacré un peu de ressources là. L'assistance technique par le biais de l'achat par des tierces avec un financement de la Banque mondiale qui est en cours de concrétisation pour combler le gap de financement. Je passe tout de suite au slide suivant. L'appui en financement en 2022, donc renforcement des facteurs favorisants, transformative action pour offre de services, transformative action pour supply chain, les seed funds, le stockage et distribution de produits SR et PF, la distribution au dernier kilomètre avec drones et secteur privé, l'approvisionnement en intrants PF, qui est le plus gros rubrique de UNFPA avec l'année dernière, donc la somme qui s'affiche à l'écran pour consacrer au procurement de produits PF. Le slide suivant est à peu près la même chose avec une petite réorientation, vraiment. Peu de changements, mais je n'ai pas mis le montant consacré à l'approvisionnement en intrants PF. C'est à peu près dans les mêmes eaux que l'année dernière. Mais il faut signaler les contributions indirectes du NFPA dans le planning familial. On peut parler de contributions du NFPA par les cliniques mobiles, par l'offre de services qu'on a lancé dans le sud et dans les régions dites à profil humanitaire, donc ce n'est pas négligeable. Le programme jeune du NFPA aussi, avec l'éducation sexuelle complète, les centres de santé amis des jeunes, la péréducation qu'on appuie aussi dans les régions préférentielles d'intervention, notre interaction avec les réseaux des associations des jeunes pour la sensibilisation des jeunes à la planification familiale. L'UNFPA a aussi un grand programme qu'on appelle programme Sage-Femme, Midwifery donc, qui consiste à appuyer la formation initiale et continue des sages-femmes et à leur suivi sur le terrain. Nous avons des contrats avec des sages-femmes par le biais du ministère de la Santé. Donc, ça peut atteindre une centaine de sages-femmes dans l'année. Et c'est dans le cadre des programmes SONU et humanitaires, mais il y a toujours une composante PF dans ces programme sage-femme. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la question, rapidement, très rapidement même, et je vous remercie de votre attention. Thank you so much, UNFPA team, for that, quick overview of all the amazing work that UNFPA is doing in Madagascar. So unfortunately, we have 2 minutes to time, so we might not be able to discuss. I think quickly in these 2 minutes that we have, if there's any speakers who want to address some of their questions on the chat, please feel free to do so. We will try to compile the questions and all the feedback and put together. So we'll discuss as the coordination team to try and figure out what we can do, perhaps do a follow-up session if at all there is a lot of interest, as we can see there was. Andrea, do you want to close us off? Yes, thank you, Farhan, and thank you everyone for your presentations. Our apologies for
needing to reduce the amount of time. And there was indeed one presentation we were not able to get to. Our sincere apologies. I think this brings home a number of really important points. First, that there are multiple public and private sector efforts working towards the goals of Madagascar as were outlined. And secondly, that the hurdles are big. There are many significant opportunities and challenges, ranging from training to product availability, and so on. So a huge thanks again to UNFPA as our co-sponsor and Farhan is our moderator. We will, just as a reminder, we will make the recording available and the slides. We will compile all of the slides and make those available. Please also, you have our email contacts if you had questions, but you didn't put them in the chat today. Please feel free to send those along to Elizabeth and the team, and we will facilitate those with our presenters. And also do let us know if a follow-on session for Madagascar would be of interest, because we have done the same for both Tanzania and Nigeria. And I will reflect that this, again, was a learning experience for us. It was our first time using translation simultaneously, and we realized that takes a little bit more time. So we just were not able to do justice to the discussion that we would have wanted to have. But we are hugely grateful for this participation, and I think it shows what we're hoping to achieve, that people can come together and speak through these topics. So I personally think that a follow-on session for Madagascar would be very much in order, and hope that others feel the same way. Final note is just that our next session in later August will be on Liberia. And again, we welcome everyone's participation at that. Please let us know your thoughts, and thank you again. Yeah, thank you so much, Andrea. I see Ben is online. Ben, do you want to say hi to the group? There you are, Ben. Great. Really just to say thanks to everybody. Just to echo what Andrea has said, we're enormously grateful for all your time and effort to share the insights, the very, very profound and useful insights from country level. I really don't have anything else to add. I will follow up on some of the things that you've told us about. We're certainly looking at how we can use this forum to adjust some of our policies at global level according to what we're hearing from you. So please do rest assured, this is a very, very useful exercise for ourselves at global level, and I hope it's also something that you're finding useful at country level. So thank you very, very much. As Andrea said, if you feel it'd be useful to have another focus on Madagascar, given all the efforts you made and the fact we didn't get to all of the presentations, that's certainly something we'd be happy to organize. So thank you very much. Back to you, Andrea. Thank you, Ben, and thanks, Farhan. I think everyone have a good day. Thank you again, and we'll be in contact. Thank you. Thanks very much.